Merci pour votre invitation. Alors je sais qu'on vient de déjeuner, essayez de ne pas dormir quand même. Donc l'AVC est la première cause de handicap en France. Nous avons près de 150 000 AVC par an. La plupart sont ischémiques et c'est cela qui nous intéresse, avec une prévalence, un âge de survenue moyen de 71 ans pour l'homme et 76 ans pour la femme. Donc l'idée qu'il faut retenir, et on pourrait presque s'arrêter là, c'est qu'il faut sauver du cerveau. Il faut gagner du temps pour sauver du cerveau. Chaque minute lors d'une occlusion artérielle, on perd près de 2 millions de neurones contre 85 000 en temps normal par jour. Alors ces chiffres sont approximatifs parce que pour ceux qui ont regardé le foot hier, quand vous faites autant de têtes que l'équipe du Maroc, on peut imaginer qu'ils perdent un peu plus de 85 000 neurones au cours d'un match. Voilà. En tous les cas, la chose à retenir, c'est time is brain. Et on peut sauver du cerveau en gagnant du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aujourd'hui des moyens de diminuer le handicap par la désobstruction artérielle. Cette désobstruction, c'est soit médicamenteux par une fibrinolyse IV, soit mécanique par une thrombectomie mécanique. On diminue le handicap par ces gestes-là, mais on ne peut pas les faire à n'importe quel moment. La fibrinolyse, on a entre le moment de survenue des symptômes et 4h30 après la survenue des symptômes pour la faire. La thrombectomie mécanique, classiquement, on a jusqu'à 6 heures pour la faire. En réalité, on va voir, et vous allez voir avec la présentation d'après, qu'on peut augmenter ce temps jusqu'à 24 heures. Donc comment on s'est organisé en France? On a créé des urgences neurovasculaires, des unités neurovasculaires susceptibles de recevoir, proches de toutes les villes, susceptibles de recevoir les strokes, les AVC ischémiques. Ces unités neurovasculaires sont toutes capables de faire une fibrinolyse, mais seulement une quarantaine sont capables de faire une thrombectomie mécanique. Donc ces unités neurovasculaires, elles ont des neurologues qui sont la clé de voûte qui articule toute la prise en charge, des neurologues spécialisés en pathologie vasculaire, et ils ont un scanner ou une IRM qui tourne en permanence et qui accueille de façon prioritaire l'AVC. De façon prioritaire, ça nous est arrivé à l'époque où on avait moins de machines qu'aujourd'hui, de sortir un patient de la machine qui avait un examen long pour faire rentrer un patient avec un AVC. Donc c'est vraiment la priorité absolue. On n'attend pas la fin d'un examen. Dès que le patient est là, il rentre dans la machine pour avoir un diagnostic. Toujours pour avoir un traitement médical ou mécanique si on est dans les délais. Donc quel choix on avait? On avait pour imager le cerveau et les vaisseaux, globalement, l'IRM ou le scanner. Ce sont les deux techniques qui permettent d'imager les deux, donc on peut utiliser en urgence. En France, on a toujours des solutions originales, des idées originales. On a retenu l'IRM. Le reste du monde retient plutôt le scanner avec des modulations. Il y a des centres qui retiennent l'IRM également, mais je pense que c'est un bon choix. Mais ça n'a jamais été validé scientifiquement. Il n'y a jamais eu d'étude qui a comparé scanner et IRM et qui a montré lequel permettait d'avoir le moins de déficit, le moins de handicap pour la suite, qui faisait diminuer la morbimortalité. Donc le scanner, ses avantages, c'est que globalement tous les centres médicaux en ont. C'est disponible 24 heures sur 24, c'est extrêmement court pour faire le diagnostic. Non, c'est extrêmement court pour faire l'examen, mais le diagnostic n'est pas toujours très facile à faire, mais c'est irradiant. L'IRM, tous les sites ne sont pas équipés, c'est un peu plus long, mais on peut débuter le traitement médical en cours d'IRM. Ce n'est pas irradiant, ce qui est un avantage, et c'est cher. Donc les avantages de l'IRM par rapport à la TTM, c'est que l'IRM va vous faire le diagnostic positif d'AVC, va vous dater l'AVC, c'est très reproductible, c'est très facile à interpréter, ça vous fait la part entre tous les diagnostics différentiels avec un AVC ischémique. Comme le scanner, ça fait de façon équivalente le diagnostic d'occlusion artérielle, et cette occlusion artérielle, c'est très important de la reconnaître, parce que c'est ça qui va pouvoir être traité par la thrombectomie mécanique notamment. Et il faut que ce soit un tronc proximal, c'est-à-dire la carotide interne, une artère cérébrale moyenne en M1 ou en M2 proximal, pour pouvoir bénéficier de la thrombectomie. Mais c'est beaucoup moins accessible que le scanner. Donc l'IRM, chez nous en tous les cas, c'est l'examen de première
intention. Et il y a quand même quelques contre-indications, comme les corps étrangers ferromagnétiques intraorbitaires ou intracérébraux anciens. Alors, je pense au clip ou au coil ancien, les implants cochléaires. Pour ce qui est des stimulateurs médulaires et des grossesses, ce sont des contre-indications relatives si on est capable de gérer le stimulateur. Donc le protocole d'IRM, il va servir encore une fois à voir la pathologie parenchymateuse et la pathologie vasculaire. Donc la pathologie parenchymateuse, on va faire une diffusion qui, s'il y a un accident ischémique, va être positive. Un flair qui se positive, lui, à 4h30. Et vous vous souvenez que la fibrinolyse, on a dit qu'on pouvait la faire dans les 4h30, dans les premières 4h30. Donc si vous avez une diffusion positive et un flair négatif, vous êtes bon pour la fibrinolyse. Donc c'est très important. Par exemple, un accident du réveil, on a du mal à le dater. Si vous avez un flair positif, vous ne pouvez pas faire la fibrinolyse. S'il est négatif, vous pouvez la faire. Et puis on va rechercher sur les séquences vasculaires, le TOF, l'angio-TSA, la thrombose artérielle proximale, je répète, carotide interne, cérébrale moyenne en M1, cérébrale moyenne en M2 proximale. Et le SUI, c'est une séquence en susceptibilité magnétique qui est très sensible, qui va nous donner souvent en coupe fine la longueur du thrombus. Excusez-moi, il y avait une autre chose, c'est que l'anatomie de la crosse aortique sur l'angio-TSA est importante parce que quand il y a une thrombectomie mécanique à faire, informer le neuroradiologue interventionnel de l'anatomie globale de la crosse est important, surtout s'il y a des variantes anatomiques. Donc là, par exemple, vous avez un patient avec une diffusion positive et un flair négatif. Et donc on est dans les délais pour la thrombolyse, éventuellement accompagnée par une thrombectomie. Et quand vous regardez les séquences du bas à gauche, vous avez l'occlusion artérielle en M1, et sur celle de droite, en SUI, on voit en hyposignal, en noir, on voit le thrombus. Un autre dossier, est-ce que c'est récent ou pas? La séquence de gauche, c'est le flair, qui se positive à 4h30. Ce n'est pas positif, mais les séquences de droite sont les séquences de diffusion qui sont positives. C'est encore dans les délais pour la thrombolyse IV. Le scanner, lui, on va chercher à voir l'AVC, mais il est beaucoup plus difficile à voir, c'est beaucoup plus subtil et c'est parfois impossible. Et puis l'angioscanner va nous permettre de voir l'interruption artérielle. Mais cette injection pour l'angioscanner, on va la précéder, quand on peut, par un scanner de perfusion qui va nous permettre de montrer l'hypoperfusion de la zone de l'occlusion aussi. Donc la technique, c'est scanner sans injection, une perfusion qui va nous montrer l'hypodébit, une seconde injection qui va nous faire l'angiographie de la crosse jusqu'en intracrânien. Les 3 bonnes raisons de faire un scanner quand on dispose d'une IRM, c'est pas d'accès à l'IRM parce que c'est la nuit, le week-end, pas le bon manip, etc. Un patient agité qui ne tiendra pas dans l'IRM parce que ça bouge trop et les séquences ne seront pas interprétables, ou une contre-indication à l'IRM. On a vu les corps étrangers, notamment intraorbitaires, ou les corps étrangers, le matériel chirurgical ancien intracrânien. Donc le scanner, on a dit, il peut être normal pendant les premières heures, mais on peut aussi avoir quelques très discrets signes comme une dédifférenciation blanc-gris et une hyperdensité spontanée de l'artère, le signe qu'on appelait avant le signe de la corde, mais il peut être quasiment ininterprétable. Quand vous avez un cerveau très hypodense parce que vous avez une angiopathie, une maladie des petits vaisseaux, aller chercher par-dessus un AVC récent, c'est très difficile, c'est mission impossible. Donc, pour augmenter la sensibilité du scanner, on fait des scanners de perfusion qui vont nous montrer justement l'hypodébit dans le territoire ischémien. Ici, par exemple, vous avez un scanner normal à gauche. À droite, on devine, dans la région insulaire droite, une hypodensité. C'est subtil, mais là, c'est très visible, qui témoigne de l'AVC. Et quand vous regardez un peu plus bas sur le plan des artères cérébrales moyennes, vous voyez qu'à droite, l'artère cérébrale moyenne droite apparaît spontanément hyperdense parce qu'il y a un thrombus frais à l'intérieur. Quand vous faites des scanners de perfusion, ici par exemple, vous voyez
la zone de bas débit, la dédifférenciation blanc-gris, la perte de visibilité des sillons du côté gauche, et sur l'angioscanner qui termine l'examen, vous voyez l'occlusion artérielle sylvienne. Donc vous avez compris que si pour le parenchyme, l'IRM est très supérieur au scanner, pour ce qui est de la pathologie vasculaire, notamment de la détection des thromboses artérielles, les deux techniques sont équivalentes. Vous avez les mêmes résultats en angioscanner ou en angio-IRM. Est-ce qu'il y a une place maintenant pour le Doppler à la période aiguë de l'AVC? Eh bien, la réponse est non. Non, pourquoi? Parce qu'il faut gagner du temps pour pouvoir bénéficier du traitement. C'est très important. Il n'y a donc pas de place pour le Doppler dans la situation aiguë. En revanche, une fois que le traitement a été mis en place et installé, dans l'étape d'après, dans le post-traitement, dans le bilan lésionnel, on va faire la recherche de sténose ou de plaques moches, le contrôle de la revascularisation lorsqu'elle a eu lieu, et la recherche de hits, qui est toujours, lorsqu'il persiste des hits, un élément de très mauvais pronostic. Le cas particulier, c'est l'AIT. Vous recevez à votre cabinet un patient qui a fait un AIT. Alors oui, c'est pareil, c'est une urgence. Mais c'est une urgence un peu plus relative, et vous avez le temps, vous allez même avancer un petit peu, parce que dans l'AIT, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est une sténose carotidienne ou vertébrale. Vous avez le temps de faire votre écho-Doppler cervico-encéphalique, votre recherche de hits, voir votre écho-cœur transthoracique, faire un ECG, le scorer sur le score ABCD2 qui dépend de l'âge, de la durée des symptômes, du diabète, et ce score-là va vous donner la gravité et le risque de récidive. En quoi est-ce important? C'est fondamental parce que le risque de transformation en AVC d'un AIT est de 10% dans les 48 premières heures. Donc, AIT égale urgence, mais vous avez le temps, avant de l'adresser à l'UNV, de lui faire un bilan rapide. L'AVC mineur, c'est toujours une urgence si on est dans les délais, si on est dans les moins de 24 heures. Si on a dépassé ce délai, il faut quand même l'adresser à l'UNV, mais vous avez, comme pour l'AIT, le temps de lui faire son Doppler, la recherche de hits, l'écho, le CG. Donc la règle, c'est tout patient qui vient chez vous et qui a une chance d'avoir un peu de cerveau sauvé, il faut l'adresser. Donc moins de 24 heures, il faut l'adresser sans faire d'examen. Donc là, vous avez compris que la clinique, avec le timing et l'imagerie, guide le traitement. Ça sera, mais on va vous le détailler, la thrombolyse ou la thrombectomie lorsqu'il y a un thrombus proximal. On nous a demandé de parler également de la prise en charge préhospitalière. Cette prise en charge préhospitalière, elle va s'articuler, et on a l'expérience des pays du nord de l'Europe principalement, par les Mobile Stroke Units. Ce sont des camions dans lesquels on peut faire un scanner, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie et faire une consultation de neurologie. Les neurologues sont toujours à la clé du diagnostic, qui va en tout cas suspecter l'AVC, vérifier l'absence de contre-indication à la thrombolyse, et vous pourrez débuter, avant même l'arrivée à l'UNV, le traitement thrombolytique. Ça, c'est vraiment la prise en charge préhospitalière. Ça va probablement se répandre partout, et c'est très important. Donc la conduite à tenir, vous allez la revoir, c'est AVC moins de 4h30, fibrinolyse thrombectomie, plus de 4h30 et moins de 24 heures, thrombectomie mécanique, y compris si c'est un AVC de gros volume. Ne jamais retarder la prise en charge, c'est le maître mot de la prise en charge des AVC. Time is brain. Je vous remercie.